Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui suivent les conférences de Cannes Université. Alors je me présente, je suis Julien Honora, maître de conférence en arts plastiques et design de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Plus précisément, j'appartiens à un institut supérieur de couleurs, d'images et de design, qui se situe à Montauban. Voilà. Alors je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir communiquer sur un sujet d'actualité qui le sera de plus en plus et qui concerne le rapport que nous avons avec ces petits appareils du quotidien qui s'appellent les smartphones et qui ont beaucoup d'utilité et qui développent une pluralité en fait d'utilisation, puisqu'avec un téléphone portable, un smartphone, on ne fait pas qu'appeler, on passe aussi on envoie des courriers électroniques, on prend des notes, on fait des photos, on fait des vidéos, on a la pratique des réseaux sociaux, qui est une pratique récurrente dans la vie quotidienne, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. Alors le titre de cette conférence est un petit peu particulier, puisqu'il aborde une question qui semble assez paradoxale. Le smartphone, seul ou avec tout le monde, une nouvelle réalité. Alors je tiens à préciser pour les spectateurs que mon travail de recherche en fait porte sur le devenir de la notion d'accident à l'époque de ce qu'on pourrait appeler la phénoménalité d'écran. Le terme est un petit peu complexe, mais renvoie à cette pratique par laquelle nous avons pris l'habitude de communiquer avec les autres à travers des écrans physiques interposés, souvent télédistants. Et dans cette pratique, une partie de notre corps, c'est-à-dire la présence du corps, sa physicalité, plus exactement la présence du toucher, en fait, n'est pas transmise, ne peut pas être transmise, en fait, au récepteur. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que devient, en fait, cette part d'accidentalité, puisque si on prend l'étymologie du terme accident, au départ, accidence veut dire ce qui tombe, ce qui se dépose. Donc, la substance de mon corps, alors par exemple, si vous prenez la sueur de vos traces de doigts sur les écrans des téléphones, ou celle que vous laissez sur vos claviers d'ordinateur, ne va pas en fait être transporté, si vous voulez, sur toute la chaîne sémiotique pour arriver au récepteur. Et donc il y a une déperdition dans le schéma communicationnel qu'on pourrait appeler analogique, c'est-à-dire le schéma qui a dominé jusqu'à l'invention de l'ordinateur, puisque dans la photographie, et avant dans l'imprimerie, on a dans le mode de communication une empreinte, plus exactement une présence indicielle, c'est-à-dire que le contenu du message est structurellement constitué par la présence du corps communicant. Que le corps soit le corps humain, si vous voulez, ou que ce soit le corps
des particules, le corps photosensible en fait, hein, le corps photonique, ou dans le cas de l'imprimerie, que ça soit le corps de la lettre. D'ailleurs, si je devais exemplifier les choses jusqu'au bout, si vous êtes sur votre clavier d'ordinateur et que vous écrivez à quelqu'un et que vous êtes énervé et que vous finissez par taper fort sur les touches, que vous tapez fort ou que vous ne tapiez pas fort, ce qui va apparaître à l'écran et qui va être le message qui va arriver à l'autre bout, quoi, ne va pas être chargé de ces nuances, je dirais de ces nuances comportementales. C'est-à-dire que la présence de votre comportement dans l'image est absent. Alors voilà, ça c'est, si vous voulez, un schéma. C'est le schéma sur lequel je travaille depuis de nombreuses années. Et je m'intéresse aujourd'hui, donc j'en reviens à des considérations plus concrètes et un petit peu moins complexes. Je reviens aujourd'hui à cette pratique du téléphone portable. Vous avez sans doute remarqué que plus nous passons de temps à communiquer sur les réseaux sociaux, plus notre tissu social s'augmente par ce biais, simultanément, notre solitude s'accroît. Notre solitude physique, c'est-à-dire que plus vous passez de temps sur vos applications de réseaux sociaux, sur votre téléphone, plus vous êtes obligé de vous focaliser, de vous concentrer en fait à l'intérieur de cet appareil, et donc vous êtes obligé de vous absenter en quelque sorte de la réalité environnante, de votre famille ici à côté, de vos enfants, même de vos amis qui sont autour de vous en fait. Donc vous plongez dans une solitude pour ne plus être seul. Et c'est ce paradoxe, ce nœud, que je voudrais un petit peu aujourd'hui décortiquer avec vous, voir son mécanisme en fait, et à partir de là, se poser la question de la valeur philosophique, en fait, qu'il peut y avoir derrière cette interrogation, et aussi d'envisager de manière prospective des réponses, en fait, aux questions que pose ce mécanisme. Alors, dans un premier temps, pour comprendre ce mécanisme, il faut s'intéresser à la notion esthétique, mais aussi plus largement scientifique, de phénomène. Un phénomène est une modalité d'apparence et d'apparaître au monde. La communication, puisque le sujet de notre conférence, c'est quand même le paradoxe entre la solitude territoriale générée par le toucher du smartphone et le réseau social que cette solitude permet de créer. Ce paradoxe, en fait, comment fonctionne-t-il? Est-ce que ce paradoxe est une apparence? Quelle est sa dimension, en fait, phénoménologique? Alors, ce qui apparaît, en fait, apparaît à travers la sensibilité. Et cette sensibilité, comme vous le savez, est constituée de tous nos sens. Or, il apparaît que d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire que d'un point de vue de la science de l'homme, on a observé, enfin les anthropologues ont observé que le sens de la vue était le sens dominant, en fait, dans le développement de l'espèce humaine. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a pu... la totalité des outils qui nous environnent et de la société technique telle qu'elle est construite se base d'abord sur l'observation visuelle. Et c'est cette visualité dominante, en fait, qui a, petit à petit, de manière symptomatique, construit une histoire, en fait, de la mémoire, de la manière dont l'homme se souvient,
qui passe par des modalités de vision. On pourrait penser par exemple au monument aux morts, qui est une manière de se souvenir. On ne peut pas forcément toucher le monument aux morts, on va en fait se mettre en posture devant ce monument qui va faire mémoire. En fait, il va faire une image, ce qu'on appelle faire une image dans un environnement urbain. En fait, cette question de la vision renvoie de manière beaucoup plus générale au statut de l'image dans notre société. Nous communiquons par une histoire en fait des appareils qui vont enregistrer en fait ce qui s'est passé par la vision. Alors est-ce que c'est parce que la vision était le sens de la vue était le moyen le plus simple en fait de se souvenir, parce que si vous faites une empreinte, si vous faites un dessin, on pense aux grottes de Lascaux, mais si vous faites une empreinte de votre pied dans le sable, c'est la manière la plus simple en fait d'avoir une trace de votre corps. La voix n'est pas quelque chose qui va laisser des traces, si ce n'est dans la mémoire en fait de l'être humain. Or, pour la restituer, cette mémoire, nous allons toujours en permanence passer par la vision. Et donc, il y a une histoire de la mémoire qui est d'abord une histoire visuelle. L'écriture est un écran visuel. D'ailleurs, comme dit Anne-Marie Christin, une spécialiste de l'histoire graphique, l'écriture est née de l'image et ne procède que d'elle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'écran, si vous n'avez pas de geste, si vous n'avez pas de manière d'écrire, comme on le dirait, d'une manière de dessiner ou de peindre, si vous n'avez pas un appareil qui va imprimer en fait des tâches, des traces en fait, qui vont être des graphies, vous n'avez pas accès en fait à la dimension cognitive du langage. Donc la vision en fait et les appareils qui vont utiliser la vision comme outil de mémoire vont être les appareils dominants dans notre société. Et on a une histoire qui va de la peinture dans l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à l'ordinateur à partir des années à la Seconde Guerre mondiale avec la découverte de la cybernétique par Shannon et Wiener, en passant bien sûr par l'invention de la photographie au XVIIIe siècle, on a une histoire, et du cinéma par la suite, on a une histoire de l'appareil. Et bien que notre manière de communiquer passe par la parole et le langage écrit, c'est des appareils visuels qui vont porter en fait cette médiation. Ça veut dire déjà qu'au niveau de si je reviens sur cette notion d'apparence, ça veut dire que au niveau de l'apparence, au niveau de la phénoménalité de la parole et du langage, on a une apparence visuelle. Il y a donc une phénoménologie, on va plutôt dire qu'il y a des phénomènes, visuels de communication orale ou écrite. À tel point que le toucher, par quoi nous empoignons en fait nos smartphones, donc nous prenons notre téléphone, il tient dans la main, c'est un geste de préhension, on prend l'appareil et on va communiquer en touchant cet appareil. Sauf que, à la différence de la trace de peinture, mes traces sur l'écran ne sont pas prises en compte dans le schéma communicationnel qui va me permettre d'atteindre l'interlocuteur. Ça veut dire que le toucher, en fait, il est totalement nié, en fait, ou absorbé par une stratégie, donc une phénoménologie de la visualité. Il y a dans le langage scientifique un terme un petit peu barbare pour parler de ça, mais que vous allez retrouver quand vous allez à Darty acheter votre téléphone. Il ne faut pas faire de publicité dans un autre magasin. C'est le terme d'haptique, les interfaces haptiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire haptique? Haptique, ça vient du grec hapten, qui signifie toucher. Et c'est un terme qui a notamment d'abord été utilisé par l'historien d'art Alois Riegel dans sa grammaire des arts plastiques au début du XXe siècle,
Cette personne s'est intéressée, un peu en critiquant, ou comme réaction en fait, à l'histoire de la perspective comme forme symbolique soulevée par Erwin Panofsky, qui est un autre historien d'art allemand. Alois Riegel, en fait, c'est très intéressé en fait au bas-relief égyptien et aux hiéroglyphes et à la posture figurative des personnages égyptiens dans les graphies. Et il s'est interrogé sur pourquoi les Égyptiens représentaient les personnages de profil, en fait. Et par tout un tas de démonstrations, il s'interroge sur la volumétrie, et il en vient à déduire qu'il y a dans la visualité, en fait, une espèce de souvenir du toucher. En fait. Il y a un souvenir du toucher dans la vision. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, en fait, lorsque vous regardez votre téléphone, votre smartphone, vous avez donc les petites applications qui s'affichent à l'écran, qui sont composées, chaque application sur le téléphone a la taille en fait de votre doigt. Donc on arrive dans une dimension de digitalité, comme le doigt, les digits, le doigt. Ce qui apparaît à l'écran en fait est au service en fait, si vous voulez. Et là, en fait, est l'empreinte visuelle, en fait, d'un geste digital qui va, en fait, mettre le toucher au service de la vision. Ça veut dire que la composition qui s'affiche à votre écran, ce qu'on appelle l'environnement logiciel, d'un point de vue ergonomique, est un environnement, en fait, qui est le reflet inversé de l'absorption du toucher dans la vision. Parce qu'en fait, la totalité de votre main va venir se focaliser sur un seul doigt, dans ce qu'on appelle un système d'indexation, et on retrouve la relation sémotique entre l'index et l'indice. Autrement dit, quand vous téléphonez avec votre smartphone, quand vous envoyez des messages sur Messenger, sur Facebook, etc., vous faites le choix, en fait, d'instrumentaliser ou de soumettre en fait la présence de votre toucher à une communication visuelle de la parole ou de l'écriture. Et aussi dans le partage d'images photographiques, ça va fonctionner de la même chose. Alors ça veut dire quoi au fond? Cela signifie que le phénomène en fait de communication au smartphone est un phénomène en fait qui dénature ou qui renature en fait la relation avec les autres. Vous avez une très belle phrase de Maurice Merleau-Ponty, qui est le philosophe de la perception, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Phénoménologie de la perception juste après la Seconde Guerre mondiale. Un ouvrage un peu de reconstruction en fait du schéma de conscience comme d'autres intellectuels l'ont fait à l'époque à la sortie de l'Holocauste. Merleau-Ponty a écrit une très belle phrase dans un autre livre qui s'appelle L'œil et l'esprit. C'est son dernier livre qu'il écrit en 1964. Il est devant la Sainte Victoire. Il va bientôt mourir. Et il est très vieux, et Merleau-Ponty, donc, étant dans un moment de contemplation par rapport à la peinture, par rapport à Cézanne, il est dans une maison, donc, il écrit une très belle phrase dans cet ouvrage. Donc il s'interroge sur la peinture, et il dit en fait que, je le cite, « Je serais bien en peine de dire où est le tableau que je regarde, je vois selon ou avec lui, plutôt que je ne le vois. » Et cette notion d'avec est fondamentale. Ce que montre ce philosophe, c'est que nous voyons en fait le monde, les objets qui nous entourent, et les autres, pour autant que nous discutons avec eux, non pas comme des écrans détachés, s'il fallait repartir du modèle du téléphone, mais nous sommes avec eux, c'est-à-dire que nous pouvons les toucher,
Et même si et là, c'est là que c'est très important, c'est que même si nous ne pouvons pas les toucher dans un régime de proxémie, la proxémie, c'est une science qui régule l'espace social. Hein. Vous avez 3 grandes normes proxémiques. L'intimité qui se situe à 1 mètre, l'espace familial qui se situe à quelques mètres, et l'espace social à encore plus loin. Et donc, dans la dimension proxémique, même si je sais que je ne vais pas toucher l'autre en discutant avec lui, mon intentionnalité, c'est-à-dire la manière dont je m'adresse à lui, avec tout mon corps, qui est bien plus qu'une seule indexation qui réduit, qui engouffre comme un faisceau de perspective tout mon corps dans un schéma digital, mon intentionnalité spectrale, c'est-à-dire mon corps, en fait, ma présence, est avec l'autre. C'est-à-dire que quand je lui parle, je mets dans ma voix, dans mes gestes, je mets en fait ma corporéité. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une image qui est très intéressante, c'est que lorsque vous appelez en fait quelqu'un, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir dans la rue une personne qui a un gros problème et qui est en train de le régler au téléphone, cette personne fait des gestes en fait, en téléphonant, parce qu'elle manifeste le besoin de faire des gestes, sauf que ces gestes en fait, qui sont adressés à l'interlocuteur qui est au bout du téléphone ne les voit pas. Mais mon corps, dans l'intentionnalité envoyée, ressent le besoin de faire ces gestes. Or, ces gestes, en fait, sont adressés à quelqu'un, mais ils vont partir dans l'espace. Mais ils arrivent nulle part, il n'y a personne d'autre qui les voit, ou si les personnes qui les voient autour, ça ne leur est pas adressé. Donc ces gestes, en fait, cette présence gestuelle est comparable à la quantité de matière que vous laissez sur votre téléphone quand vous téléphonez sur votre écran haptique. Parce que l'haptique, en fait, détache la matière de vos doigts, en fait, de leur intentionnalité qui est réduite à un simple faisceau digital. Donc pour résumer, en fait, la décorporéisation, en quelque sorte, du message envoyé par le téléphone fait que vous allez vous sentir, en fait, esselé d'une partie de vous quand vous êtes avec les autres sur le smartphone. C'est-à-dire que le faisceau, la focalisation digitale de l'intentionnalité smartphonique vous ouvre, en fait, les portes d'une socio-digitalité où tout le monde, en fait, est réduit à une empreinte ou un reflet, en fait, digital de sa propre existence dans un environnement logiciel, mais votre présence n'y est pas. Et la structure ergonomique, en fait, du schéma communicationnel du smartphone fait que, en fait, de toute façon, ça va fonctionner comme ça. Et de la même manière qu'il y a une déperdition de votre substance digitale, votre substance manuelle sur les téléphones que vous touchez, vous laissez des traces dessus, de la même manière qu'il y a des gestes qui se déperdent dans l'espace, j'utiliserai volontiers par rapport à ça l'expression du zoologue Adolphe Portman, qui parle du pan qui fait des roues dans l'air et pas forcément adressé à notre animal. Il parle de l'apparence inadressée. Donc vous avez votre apparence inadressée, en fait, tous vos gestes qui vont quelque part dans l'espace. Et cette matière qui se dépose sur l'écran. Et tout ça, en fait, est divorcé et séparé, en fait, de vous. C'est-à-dire que la concentration, l'attention que vous demande l'écran, en fait, l'absorption, la stratégie, si vous voulez, de la société digitale, fait que vous allez, en quelque sorte, comme un éther, vous allez, en fait, oublier votre corps. Vous allez véritablement l'oublier. Donc, si on accepte cette stratégie, on comprend qu'il y a beaucoup de socialité. On comprend qu'il y a beaucoup de socialité, et on se dit qu'il n'y a plus forcément de solitude, puisque le corps, à l'époque contemporaine, la phénoménalité s'est déplacée, en fait, de la présence de l'époque picturale, si vous voulez, à une phénoménalité, quelque part un petit peu désincarnée, qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être seul qu'on a avec son téléphone. Mais c'est beaucoup plus qu'une impression. C'est qu'il n'y a plus la structure perceptive de la solitude.
La structure perceptive de la solitude est une structure qui date, en fait, d'un autre régime de perception et d'une autre époque. Donc ça, c'est un mécanisme qui est assez important. Et il y a des philosophes qui se sont intéressés à ça de très près. Alors je pense à Jean Baudrillard, qui a analysé une chose très intéressante dans le système, je crois que c'est dans le système des objets. Jean Baudrillard, en fait, a fait une observation très simple. Il s'aperçoit que... Et c'est une observation qu'on voit apparaître des fois dans certains dessins humoristiques aujourd'hui. C'est que, en fait, plus la société s'écranise, plus les gens passent du temps, en fait, à ne plus être seuls dans une phénoménologie digitale, en quelque sorte, plus l'obésité, en fait, devient importante dans les sociétés contemporaines. Et cette obésité est justement la marque, en fait, d'une fixité du corps pensant qui a décidé, en fait, que son corps n'était plus un des paramètres de la communication. Le corps n'est plus un paramètre de la communication. Donc, le smartphone, en fait, seul ou avec tout le monde, est une nouvelle réalité. C'est-à-dire que c'est un appareil qui manifeste une nouvelle réalité concentrée sur la digitalité. Mais il ne faudrait pas non plus, et j'en reviens à ce que je disais au tout départ, c'est que maintenant qu'on a analysé le mécanisme, il faut aussi essayer de comprendre les réponses. Les réponses qu'on peut apporter à tout ça. C'est-à-dire que il y a aussi à l'intérieur de cette focalisation de la socialité seule, hein, en quelque sorte, il y a des paramètres qui montrent que les choses sont plus fines. C'est-à-dire que le smartphone, comme je le disais au tout début de la conférence, est d'abord un appareil que vous pouvez apporter partout avec vous. Et enfin, quand je disais en fait au début de la conférence qu'on pouvait faire. Avant, on avait une boîte aux lettres dans son jardin, on avait un cahier sur lequel on prenait des notes, on avait un appareil photo, on avait un téléphone, et tous ces appareils sont concentrés en un seul appareil, qui fait qu'on reproche aux gens de passer beaucoup de temps sur leur téléphone, mais ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone parce que tous ces gestes se concentrent sur un seul appareil. Et cette concentration, en fait, induit aussi induit que les fabricants de ces interfaces doivent intégrer dans l'ergonomie physique de l'appareil, c'est-à-dire sa taille notamment, une dimension de mobilité, puisque si je ne vais plus d'un appareil à un autre pour faire mes gestes, et que je fais tous les gestes dans un seul appareil, ça veut dire que je vais devoir aussi me déplacer plus avec cet appareil. Et donc, cette mobilité, en fait, fait que là où, à l'époque de la photographie, pour parler comme Walter Benjamin, à l'époque de la reproductibilité technique, la substance était encore dans le relais, dans le média, en fait, les gens, en fait, le déplacement, si vous voulez, le déplacement ne fonctionnait pas de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout a lieu dans le déplacement avec l'appareil. À l'époque de la peinture, si je vais voir en fait un tableau de Rembrandt, je vois dans la touche du peintre un mouvement. Je n'ai pas besoin, entre guillemets, de voir... Je ne verrai jamais Rembrandt devant moi. Mais je peux imaginer son mouvement, comme disait Alain, l'imagination et le mouvement. L'arc porte en lui le creux de ma main. Palper, c'est déjà sculpter. Voilà ce que disait Alain. Ça veut dire que, à l'époque où nos appareils de communication intégraient nos traces quand on communiquait, quand je lisais le message d'un autre, quand je lis l'écriture d'un ami,
Je vois dans l'écriture de l'ami son mouvement d'ami, en fait, en quelque sorte. Aujourd'hui, avec ces téléphones, enfin avec ces interfaces communicationnelles, je ne vois plus, en fait, l'empreinte graphique substantielle, la substance graphique, en fait. Et là, il faudrait parler de Spinoza et de Descartes, hein, mais on n'a pas le temps, par rapport à la res cogitans et la res extensa. C'est-à-dire que la perception de l'espace de l'autre a changé. Donc, lorsque je lis, en fait, les informations, lorsque je communique avec quelqu'un sur le téléphone, ce qui va faire présence, ça ne peut plus être la substance du mouvement de l'ami, mais ça va être, en fait, le déplacement. C'est-à-dire que je vais pouvoir, moi, beaucoup plus me déplacer avec mon appareil, aller à droite. J'ai toujours mon ami. C'est au départ, c'est l'idée, en fait, ergonomique du Tagamouchi. C'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle. Je l'ai dans la poche. Mon ami est avec moi, mais c'est tous mes amis que j'ai avec moi. Donc l'avec, en fait, c'est déplacé de la présence qu'il y avait dans le message vers une hypermobilité, si vous voulez. Donc j'ai toujours mon appareil avec moi, et cette hypermobilité est aussi dans l'interactivité homme-machine, c'est-à-dire que j'envoie un message, on me répond, j'envoie, je me réponds, j'envoie, je me réponds. Et donc cette interactivité et cette miniaturisation de l'appareil génère une hypermobilité à l'intérieur et à l'extérieur, en fait, de l'appareil, dans des systèmes de va-et-vient, qui fait que se met en place un relief communicationnel qui n'est plus un relief, en fait, qui est de l'ordre, qui est inscrit dans la visibilité, dans une matière visuelle, en fait, comme une touche, comme un amas, en fait, qui porterait, comme un fossile, c'est-à-dire qui porterait, en fait, des tas d'empreintes qui se superposeraient les unes sur les autres. Mais en fait, ce relief visuel, en fait, s'est déplacé dans le temps. C'est-à-dire que, en fait, c'est le temps passé qui génère, en fait, en moi, en fait, dans ma mémoire, une présence, une matière. Je dirais que la matière visuelle s'est déplacée, en fait, de l'image vers la mémoire interne du corps. Ce que j'ai appelé, moi, l'échelle interne de l'imagination dans ma thèse, qui portait sur l'appareillage informatique, et dont le titre était « L'esthétique fonctionnelle de l'appareillage informatique comme ancrage phénoménologique de l'œuvre à l'époque des immatériaux ». Cette thèse, en fait, est téléchargeable sur le site thèse.fr. Elle a été soutenue en 2011, et son directeur était Michel Guérin, qui est un philosophe qui a beaucoup écrit sur le geste. Et je pense que pour essayer de ramasser tout ce que j'ai dit, pour essayer de conclure, je pense que en repartant sur le titre de la conférence, le smartphone seul ou avec tout le monde, une nouvelle réalité, on voit bien que il y a effectivement la définition par cet appareil d'une nouvelle réalité, c'est la réalité socio-digitale. Les mutations que génère cette réalité socio-digitale ou la construction de cette socio-digitale induit un oubli dans la projection imaginaire du communicant de sa propre corporéité. C'est un oubli fonctionnel de la société digitale. Et cet oubli décorporéisant, en fait, n'est pas une lacune, c'est un embrayeur qui permet au communicant de focaliser, en fait, son geste de communication vers un déplacement de la mémoire de l'échange imagé vers un temps à l'intérieur de la mémoire des personnes. Donc, tous autant que nous sommes, en fait, nous pouvons douter, en fait, de cette nouvelle époque. Je pense que cette époque est comparable à l'invention de l'imprimerie.
C'est une véritable révolution, c'est-à-dire que nous sommes dans un moment où, même si nous avons tous l'impression d'être souvent très seuls devant ces appareils, à l'intérieur de notre conscience, en fait, nous avons peut-être touché, c'est peut-être un petit peu trop hegelien ce que je dis, mais nous avons peut-être touché, en fait, des manières de fonctionner cognitives et comportementales, en fait, qui ont l'intuition que nous ne sommes pas seuls, en fait. Voilà. Ce que je dirais, c'est que cette solitude, en fait, est une solitude de façade, parce qu'en fait, elle met en branle des mécanismes de conscience qui sont, en fait, hyper sociaux. Voilà. Et je vous remercie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, puisque c'est un système en fait de visioconférence, n'hésitez pas à laisser peut-être des commentaires ou voir avec les instances de Cannes Université pour obtenir mon mail, pour pouvoir discuter. Voilà, donc je suis en ce moment en train de travailler toujours sur le design gestuel et sur sa musicalité. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.